Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 2-0 du Milan à domicile face à la Roma, but de Rebic à la 76e en deux temps et but de Çalhanoğlu sur penalty à la 89e. Nous en parlons aujourd'hui avec Aristip et Superio. Salut à vous. Ok. Bonsoir. Alors Superio, on devrait être en train de commenter l'Euro, hein. Je sais que tu attendais ça avec impatience. Tu ne nous as pas rejoint depuis un petit moment, donc à toi d'ouvrir le bal. Qu'as-tu pensé de ce match? Difficile vu le contexte, le confinement et la reprise à huis clos, on pouvait s'attendre à un match de ce type. J'avais l'impression de voir les matchs de préparation qu'on a au mois d'août avec un rythme assez lent, du gros déchet et très peu d'initiatives de la part des équipes. Au final, le 2-0 est cher payé pour le Milan, mais les 3 points sont là. C'est une bonne chose au niveau des individualités du jeu. Il faut être clair et honnête avec les auditeurs. On n'a pas vu grand-chose, hein. Seul Non. le résultat compte et le fait de ne pas avoir encaissé de but. Oui, c'est vrai, alors on avait l'habitude dans l'ancienne Serie A, celle que j'aimais, celle que la plupart des gens qui ont connu cette Serie A préfèrent être nettement à celle qu'on voit aujourd'hui, que les 0-0, les 1-0, c'était formidable, etc. Mais il se passait quand même quelque chose et techniquement c'était surtout à un niveau très supérieur à ce qu'on a vu aujourd'hui. Aristip, c'est vrai qu'à la fin de la première mi-temps, on avait plutôt l'impression que la Roma était au-dessus. Le Milan avait la possession, hein, 55%, mais la Roma se montrait plus dangereuse et plus incisive. Et en deuxième mi-temps, on a su redresser la barre. Alors certains diront que c'est la sortie de Bonaventura qui joue avant-centre, d'ailleurs je trouvais ça surprenant, qui a changé la donne. Mais c'est vrai que la fin du match a été plus avantageuse côté Milan et nous a plutôt agréablement surpris, si j'ose dire, parce que c'était tellement mauvais en début de rencontre que franchement, on partait de bien bas. C'est vrai que à la fin de la première mi-temps, MJ, je me suis dit que ça allait être très compliqué. On n'enchaînait pas trois passes. Effectivement, comme tu le dis, on avait 55% de possession, mais j'aurais bien aimé voir la statistique de passes entre Gjaer et Romagnoli en première mi-temps, parce que c'était quand même eux qui touchaient, j'ai l'impression, le plus de ballons. La Roma était en effet pas vraiment plus flamboyante que nous en première mi-temps, mais c'était créé néanmoins les occasions les plus dangereuses. Et ensuite, en seconde mi-temps, il y a eu du mieux. Alors, c'était pas, comme vous l'avez dit, du beau football. C'est vrai que, alors, la sortie de Bonaventura, qui était pas vraiment dans un grand soir, et ou plutôt la très bonne rentrée de Paqueta, peut-être que j'y reviendrai plus tard, et de Saelemaekers aussi, ont fait qu'on a été un peu plus entreprenant en seconde mi-temps, sans être incroyable, mais déjà avec un peu plus de jeu vers l'avant, un peu moins de déchets techniques. Et voilà, ce match se joue sur des détails. Et puis, on a réussi à cadrer les quelques occasions, enfin, cadrer plutôt à, à terminer les quelques occasions qu'on avait. Et à la fin, ça fait un 2-0 un peu flatteur pour nous, mais qui sont bons à prendre dans la lutte pour l'Europa League. Mais c'est vrai qu'en des occasions, il n'y a pas eu des masses quand même, parce que si je regarde bien, on a à la 27e une frappe de Bonaventura au-dessus, et à la 39e une tête de Çalhanoğlu au-dessus également, hein, c'est une action de Théo Hernandez. 65e Çalhanoğlu décalé sur la gauche qui ne cadre pas, il est à l'angle fermé, et la frappe de Paqueta Oui, sortie par Mirante à la 67e, c'est tout. C'est-à-dire qu'on a quatre occasions qui sont pas toutes franchement, qui sont pas toutes franches, et bon, alors on n'a pas été énormément inquiété par la Roma, on a la tête de Dzeko à la 21e, et bon, Donnarumma 19e qui sort en corner, un centre, hein, qui avait Kluivert à destination. On n'a pas été particulièrement inquiété, mais je nous ai pas senti serein quand même, et je suis assez d'accord avec Soupalio sur le côté match de préparation, match du mois d'août. Soupalio qui veut parler depuis un quart d'heure, donc vas-y, c'est à toi. Non, mais je voulais dire que le début du match était assez préoccupant pour le Milan, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, les latéraux de la Roma, que ce soit Zappacosta et surtout Spinazzola, prenaient bien le côté, arrivaient à créer des bons oui. décalages. Il y a eu quelques sueurs froides dans les 20 premières minutes. Après, les deux latéraux romains en deuxième mi-temps, on les a quasiment pas vus, hein. Est-ce Certes, que certes, c'était certes. une baisse physique ou qu'ils étaient mieux pris, mais les décalages ont été moins trouvés. Et un joueur comme Justin Kluivert, qui faisait pas mal d'appels, qui gênait bien, sa sortie finalement a été une bonne chose pour le Milan, hein. Oui, c'est vrai que puisque, je nous ai trouvé bien plus frais en seconde mi-temps. C'est vrai. puisque Pastore et Perotti n'ont pas apporté grand-chose. Et d'un point de vue international, tu parlais de l'Euro tout à l'heure, j'ai observé la prestation de Pellegrini, j'ai trouvé qu'il avait plutôt bien commencé. Par la suite, ça a été plutôt en dents de scie, hein, pour un milieu de terrain qui est capable de faire des belles passes décisives et qui postule à une place de titulaire en national. Et on est en droit d'attendre davantage. Ouais. Aristip, un petit mot d'épilogue, on passe au top et au flop si vous avez quelque chose, parce que là franchement j'ai pas grand chose à dire sur ce match, je crois quand ça se résume en deux phrases. Donc on va pas faire une émission très longue aujourd'hui. As-tu quelque chose à ajouter? Non, je rejoins Superlio sur Pellegrini, que j'ai trouvé assez moyen. Je m'attendais à un peu mieux.
Et puis oui, je confirme aussi que je pense qu'on a vraiment battu la Roma physiquement en seconde mi-temps, ce qui a expliqué nos quelques occasions. Et on passe au top. Si je sais pas si vous en avez, y a-t-il des joueurs milanais, à part peut-être Rebic qui marque encore, je sais pas, qui vous ont agréablement surpris, Soupalio? J'ai bien apprécié la charnière centrale, un Romagnoli Kier, qui a bien muselé Dzeko, qui est pas le premier venu, hein. Mais à part ça, j'ai pas vu d'autres individualités. Rebic, oui, parce qu'il est décisif, là au bon moment et qui met un but raccro, appelons les choses comme elles le sont. Et sinon, c'était vraiment la complémentarité de la charnière centrale. Restip, as-tu un top? Oui, j'ai quelques joueurs en top. J'ai toujours ma mention d'honneur habituelle, qui est la défense centrale. C'est vrai que je revois Super Lio, je trouve que Dzeko a été invisible et Gjaer et Romagnoli ont plutôt fait le travail aujourd'hui défensivement. Alors après, je les mets troisième, enfin je les mets en mention d'honneur parce que bon, ils ont vraiment rien eu à faire à part sur quelques dégagements de la tête, parce que la Roma a vraiment été invisible en attaque. Donc voilà, bon match de notre défense centrale. Un petit En mot quand même, troisième position, excuse-moi, oui, excuse-moi de rebondir simplement avant que tu passes à la suite, mais Kjaer effectivement s'affirme oui. depuis deux matchs surtout, parce que je le trouvais particulièrement mauvais, il faut le dire, hein, sur la première partie de saison, enfin la partie de saison avant coronavirus, avant confinement, et c'est vrai que là il s'affirme un peu plus. Alors ça demande quand même confirmation, parce que vraiment je le trouvais en dessous de tout avant la reprise. Voilà, donc c'est très positif de le revoir à ce niveau-là. Et espérons que ça dure, parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver un complément performant à Romagnoli depuis les départs de Paletta il y a longtemps et Bonucci, hein. On a du mal à trouver quelqu'un qui puisse eh bien, composer avec lui une paire performante. Voilà. Oui, c'est vrai, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, MJ, surtout que Mousakio s'est blessé jusqu'à la fin de la saison Mais et il que était Gavia est décevant de encore toute jeune. façon. Donc oui, donc c'est intéressant d'avoir effectivement un Gjaer qui est au niveau, puisque entre les blessés et ceux en méforme, c'est plutôt compliqué en ce moment en défense centrale. Du coup, pour la troisième place, j'ai mis Théo Hernandez. Alors pourquoi Théo Hernandez? Je l'aurais pas mis si le match s'était arrêté à la 70e. Mais Théo Hernandez, qui était jusqu'à la 70e tout à fait banal, hein, nous a fait je trouve, une super fin de match. Alors, je parle pas seulement de son penalty obtenu, qui obtenu d'ailleurs absolument tout seul, mais je parle de gérer justement. Il a réussi à faire quelque chose qu'on a du mal à faire en fin de match, c'est-à-dire gérer les temps forts et les temps faibles de l'équipe. Théo Hernandez, il s'est gardé, il a su en tout cas, grâce à son physique et à sa technique, garder le ballon en fin de match. Quand on était un peu replié et que la Roma commençait à monter parce qu'elle était menée, il a su bien garder les ballons, bien les ressortir. Il a vraiment bien temporisé sur les temps faibles de l'équipe. Et j'ai vraiment adoré ce passage-là où vraiment il s'est forcé de garder le ballon et à relancer propre, alors que Kessié et autres joueurs dégageaient un peu n'importe comment devant. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis même la Grinta, enfin à la fin, on le voit faire des courses encore vers l'avant alors que le gars est complètement fatigué. Rien que pour ça, je trouve ça génial, quoi. Donc d'avoir un joueur qui se bat, c'est quand même très plaisant. Et le bonus, c'est qu'il obtient un penalty qui plie le match. Donc voilà, Théo Hernandez troisième. Euh, et en fait, en deuxième, du coup, j'ai mis les rentrants, Paqueta et Sainmakers, qui ont pour moi vraiment transformé le match. Euh, Paqueta a fait un match, vraiment une très bonne rentrée. Je l'ai pas vu comme ça. Je sais pas si, pour moi, c'est peut-être le meilleur match de Paqueta depuis qu'il est arrivé au Milan. Ah bah En tout c'est cas, c'est dire. sûr. Dis donc, parce que c'était Oui, pas non oui. plus flamboyant, c'est mieux que d'habitude, c'est Bah sûr. moi, Enfin, c'était pas ah ouais. Savicevic, hein. Bah moi j'ai trouvé ça oui c'est sûr c'était pas ça Savicevic, mais j'ai trouvé ça très bien, très simple. Il jouait une touche de balle, il ratait aucune passe, il se battait. Bon, il était un peu esselé souvent en attaque parce que ses partenaires, notamment à Cannes, étaient un peu loin. Mais moi j'ai trouvé un très beau Paqueta, en tout cas son meilleur match de l'année, ça c'est sûr. On va Et rappeler qu'il a coûté 35 enfin, millions. oui, oui tout à fait. Oui. Comme de nombreux autres joueurs d'ailleurs, mais Oui, oui. on a dépensé beaucoup d'argent sur des joueurs qui nous ont rien rapporté sportivement. Et on pourrait parler de Léao d'ailleurs. Oui, Léao, j'y reviendrai peut-être plus tard, Ah Léao. oui, t'as peut-être. D'accord, ok, non, j'avais pas. Non, parce que bon, excusez-moi, non, j'en parlerai plus tard. Tiens, ce sera mon mot de la fin. J'avais pas prévu d'en parler, mais tiens, ça me fait penser. Je me demandais de quoi j'allais parler. Ça y est, j'ai trouvé. Vas-y à toi. Et enfin, en première position, j'ai mis Rebic, parce que Rebic, alors il a mis un but, mais j'ai trouvé ses appels très efficaces.
Alors, il y a pas eu il a fait beaucoup d'appels, disons, où il aurait pu se retrouver seul face au gardien, mais la balle était un peu trop longue. Mais voilà, Rebic, c'était notre assurance but chaque match, hein. C'est qu'il y a Ibrahimovic autour, qu'il soit seul en attaque ou accompagné d'Ibra, de Castillero, il marque tout le temps, il est toujours très précieux et je suis très content, enfin, aujourd'hui d'avoir un joueur comme ça parce qu'il nous sauve un peu notre saison. Bah, physiquement, c'est notre meilleur joueur. C'est-à-dire qu'il est Complètement. extrêmement puissant, percutant, et moi je suis pas fan spécialement de Rebic, mais il faut reconnaître que cette année il apporte beaucoup. Il avait très mal démarré, je trouve, et il s'est bien Oui. repris à un moment donné dans la saison. Il a commencé à enchaîner les buts, les prestations intéressantes, donc c'est sûr que là, rien à dire, cette année, c'est une vraie satisfaction, et Dieu sait si c'était mal parti. Soupalio, je crois que tu voulais rajouter quelque chose sur Paqueta, non? On voulait signaler sa bonne entrée, parce que notamment il y a une bonne frappe qui était assez vicieuse et bien détournée par le gardien romain. Et j'ai trouvé qu'il a quand même fait des bons décalages sur les ballons qu'il avait dans les phases de contre-attaque. Donc c'était une rentrée en jeu plutôt intéressante. Et Mhm. alors, as-tu un flop? En flop, alors oui, j'aurais en troisième position Çalhanoğlu pour ses pertes de balles, ses transmissions, l'occasion ratée. Le penalty transformé réhabilite un petit peu son Sa curriculum carrière? vitae. Je dirais pas jusque-là, mais c'était assez décevant, les transmissions de balles, les pertes de balles, qui étaient assez affolantes à ce niveau-là. En deuxième position, j'ai trouvé Bonaventura assez moyen, alors qu'il était plutôt bon sur ses derniers matchs. Mais il jouait Le pas flop, avant-centre là parce que moi je sais que tout le monde sait que j'aime beaucoup Bonaventura, ça c'est pas un secret, mais là honnêtement je l'ai trouvé vraiment en pointe aux côtés de Rebic et je me demande si tout simplement c'est là qu'il fallait le faire jouer et je me demande si ça explique aussi le peu de ballon qu'il a touché parce que Bonaventura, enfin c'est toujours mieux d'avoir le ballon pour pouvoir en faire quelque chose et j'ai pas l'impression qu'on l'ait beaucoup vu. pas du tout. Pas du tout. Après, j'ai l'impression qu'il cherchait sa position entre le milieu, l'attaque. Il était un petit peu partout sur le terrain, mais d'un point de vue tactique, on a vraiment eu du mal à lui trouver sa place idéale. Ouais. Et en flop numéro un, j'ai mis Kessié, qui pour moi était invisible sur ce match, hein. Comme de nombreuses fois dans ces matchs, hein, le joueur admiré, et encore admiré, avec mettre avec des guillemets, à Bergame est un lointain souvenir, hein. À mon avis, il a la même trajectoire que Gagliardini, qui est chez les cousins de l'Inter, hein. Bon à Bergame et difficile de s'imposer, que ce soit à l'Inter ou au Milan. Bah, c'est un peu comme Conti, hein. Conti a des circonstances atténuantes, il a eu une grosse blessure. Et encore, j'ai trouvé que sur ce match, Conti était pas mal, notamment dans tout ce qui était couverture, Hmm. replacement. Après, c'est pas le Conti de l'Atalanta qui prenait bien son côté, qui était présent dans les contre-attaques, hein. Ah Là, ouais. j'ai un sentiment d'un joueur beaucoup plus prudent qui assure d'abord le travail défensif. Là, j'ai plus l'impression de revoir un double de Deschiglio sérieux que de Conti de Bergame. C'est certain. En parlant de Çalhanoğlu, qui était donc ton numéro 3 et ça va me permettre d'enchaîner avec Aristide, il est toujours titulaire. C'est-à-dire que quel que soit l'entraîneur, il est systématiquement sur la feuille de match. On a l'impression qu'il y a des passes droits pour ces joueurs-là, Kessié, Çalhanoğlu. Alors certains me diront oui, mais qui on met à la place? Évidemment, c'est la grande question. C'est-à-dire que je crois que c'est Nico, alors qui est pas là aujourd'hui, mais qui reviendra dans une semaine si je ne m'abuse, puis il est en vacances. Nico qui m'expliquait qu'il y a une stat qui était sortie qui disait que sur les dernières années, le Milan est le quatrième club européen qui a dépensé le plus d'argent. L'année dernière, on dépensait encore 100 millions, hein. Donc on a dépensé beaucoup d'argent sur tous ces mecs-là, Kessié, 28 millions, Çalhanoğlu. Alors Çalhanoğlu, je crois que c'est 21 millions si je ne m'abuse. Léao, j'en parle pas, etc., etc. Et que nous ont-ils apporté? Rien. Et ces mecs-là jouent encore. Alors est-ce qu'on les fait jouer parce qu'ils nous ont coûté cher ou parce que tout simplement on n'a pas été fichu de recruter des joueurs peut-être pour le même prix ou un peu plus cher, mais tout simplement meilleurs, hein? On se pose la question quand même quand on voit systématiquement ces joueurs-là sur le terrain. Moi je trouve ça fou. Aristide. Du coup, pour mon flop, j'ai mis en troisième place Castillero. Alors Castillero a fait des très bons matchs. J'étais le premier supporter voilà, depuis quelques mois, mais c'est vrai que là, je l'ai trouvé un peu perdu sur le terrain, peu en jambes, donc il a rien proposé. Et puis il a rapidement été remplacé par Paqueta, donc ou Sailmakers plutôt. Et voilà, donc il n'a pas apporté grand-chose. Une petite déception ce soir pour Castillero. Seconde place, vous avez tout dit sur Bonaventura. Je l'ai trouvé très peu en jambes et surtout perdu sur le terrain. J'ai pas non plus, je rejoins MJ, compris son positionnement. Tantôt au centre, tantôt en attaque avec Rebic, où il se marchait un peu dessus. Donc voilà, je n'ai pas vraiment compris son positionnement. Il n'a pas apporté grand-chose. Et puis voilà, les circonstances du match font que quand il sort, le Milan est beaucoup mieux. Donc voilà, deuxième place Bonaventura. Et j'ai mis. Alors,
Je rejoins pas sur Superlio sur le match de Kessié que j'ai. Alors, je l'ai trouvé moins mauvais que ceux que je cite. Hein. Je n'ai pas dit qu'il a fait un bon match, mais ouais, j'ai trouvé un peu moins mauvais que d'habitude. Mais en première position, j'ai mis Hakan Çalhanoğlu. Mais oui. Alors, Hakan, parce que enfin, pour son penalty, je l'oublie complètement. Enfin, il a vraiment tout raté aujourd'hui. Il a encore contre l'Elche la semaine dernière, il fait 3 passes décisives, c'est bon, c'est très bien. Il aurait été dans les tops, mais là, par son penalty qui frappe à la 90e ou 89e, il a vraiment tout raté. Les passes simples, il les a ratées. Quand il fallait, bah, comme d'habitude, hein, quand il fallait passer, on était en supériorité numérique sur un contre, à un moment un 3v3 ou 3v2, je crois. Il choisit de tirer et le tir est contré, alors que par Mancini de mémoire, alors qu'il y avait il y avait une passe à faire à droite ou à gauche, donc voilà, vraiment pas dans le bon tempo, des passes toujours très molles, trop courtes et souvent interceptées par les adversaires. Et pour moi, il a vraiment tout raté ce soir. Et c'est pas le penalty qui sauvera sa prestation. Oui, je rebondis sur Kessié parce que je nuancerai également un peu le propos de Superlio. Alors, encore une fois, chacun a son analyse du match, mais c'est vrai qu'on a tendance, Kessié, parce que c'est habituel hein, à lui tomber dessus Oui, systématiquement, c'est vu ça. qu'il est mauvais, il rate ses passes, etc. Mais là, ce soir, enfin, en cette fin d'après-midi plutôt, je ne l'ai pas trouvé aussi mauvais que d'habitude. Et au Oui. contraire, même, j'ai trouvé que comment dire, son impact physique pouvait être intéressant parfois et qu'il y avait eu des interventions judicieuses par moment. Alors, c'est pareil, comme c'est intermittent, on peut dire Tout à fait. coup-ci, Mm. coup-ça, hein, on peut dire un coup oui, un coup non, évidemment. Mais bon, je serai un petit peu plus nuancé à son sujet aujourd'hui. Voilà, on passe au mot de la fin avec Superlio. Alors, je voudrais juste souligner un fait qui m'a fait plaisir et je pense qu'il vous fera plaisir. Deux jeunes Italiens défenseurs nés en 2001 et 2002 ont été titulaires, que ce soit Papetti de Brescia et Carboni de Cagliari. J'ai trouvé ça que c'était pas mal de voir deux jeunes Italiens de moins de 20 ans titularisés en défense centrale, même si c'est dans des équipes en fin de classement comme Brescia ou Cagliari qui n'ont pas encore joué l'Europe après une bonne saison. Je trouvais que c'était un bon signal pour nos jeunes. Ben, on va rappeler quand même, je l'ai suffisamment dit, que les U17 et les U19 étaient finalistes des championnats d'Europe il y a 2 ans. Que je crois, enfin si je ne corrigez-moi si je me trompe, hein, mais les U17 ont renouvelé l'expérience l'année suivante, donc 2018 et 2019, et qu'on n'arrête pas de nous dire que les jeunes Italiens sont nuls et que c'est pour ça qu'on les fait pas jouer. Donc quand sportivement c'est démenti, ça devient de plus en plus difficile. La mascarade devient de plus en plus difficile à admettre, si vous voulez, et surtout quand on voit les étrangers recrutés, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qui n'apportent pour la plupart quasiment rien. En tout cas, je parle du Milan, bien évidemment. Hein. Et le problème, Superlio, c'est que ces joueurs-là, à un moment donné, il va falloir qu'ils puissent aussi franchir des paliers et qu'ils puissent jouer dans des clubs qui jouent les compétitions européennes. Hein. Donc là, il y a le début, mais il faut voir ce qui se passe après. Et c'est là où le bas blesse en général, c'est que malheureusement, ces joueurs-là n'ont que très peu d'espace dans des vrais bons clubs. Et j'espère que ça va un jour changer, mais j'ai malheureusement peur que sans règles drastiques imposées par la fédération, qui a pour l'instant les mains liées, ça ne change jamais. Soupalio. Oui, je voulais rajouter que ce que tu dis, les jeunes Italiens qui signent dans un club PUP après des belles saisons dans des clubs de milieu de tableau ou entre la 5e et 10e place, on a eu ce cas-là. Pour moi, c'est le meilleur exemple, c'est Bernardeschi, hein, qui a Ouais, du mal à arriver depuis 3 ans, c'est alors qu'il est vrai. arrivé à Ben, c'est vrai, c'est vrai. Fiorentina. Après, on a des Italiens comme Berardi et Belotti qui brillent dans leur club, qui sont fidèles à leur club, mais qui tentent pas d'aller plus loin, ce qui pourrait être bénéfique à la fois pour eux et pour l'équipe nationale. Alors on a quand même des joueurs comme Barella hein, qui se sont imposés à l'Inter, Sensi avant sa blessure qui a été brillantissime, qui était l'un des meilleurs milieux statistiques à l'appui d'Europe donc début d'année dernière. Et puis alors lui bon bah c'est un peu différent parce qu'il n'a pas vraiment été transféré, c'est Zaniolo hein, qui s'est blessé mais qui est quand même brillant et qui est bien meilleur que tous nos meneurs de jeu milanais actuels. Zaniolo au Milan AC explose tous nos joueurs. Si on pouvait, c'est impossible de recruter Zaniolo, je sais bien, mais je veux dire voilà, faut quand même le dire ça. Hein. Et quand on voit jouer Tonali à Brescia qui certes Brescia un petit club, eh bien ça fait rêver. Tonali, on le rappelle, supporter du Milan depuis des lustres et qui n'arrête pas de clamer son amour pour le club et malheureusement qui ne semble pas intéresser nos dirigeants. Hein. Et on nous dit c'est trop cher Tonali, mais enfin vu ce qu'on a dépensé sur certains, franchement on pourrait en mettre un peu sur Tonali. Bref, c'était ça ton mot de la fin, Soupalio, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'était ça. Après, Tonali apparemment est annoncé à l'Inter Bien et sûr. le milieu, enfin si le transfert se fait, le milieu Sensi, Barella,
Nice, ça peut être d'un très très haut niveau. Hein. Mais on est à front renversé, parce que c'est l'Inter historiquement, et c'est leur culture, et je critiquerai pas ça, puisque c'est leur, c'est comment dire, la naissance du club vient de là, hein, la scission avec le Milan vient de là, c'est-à-dire le désir de faire jouer beaucoup plus d'étrangers. C'est eux qui font jouer les Italiens, bon pas énormément non plus, faut pas exagérer, alors que le Milan fait tout le contraire. Donc là, culturellement, c'est juste totalement renversement des valeurs. Aristide. Oui, je vais rebondir sur ce que vous dites en fait pour mon mot de la fin. Effectivement, l'Inter fait vraiment depuis quelques années de super mercato, pas toujours à des prix exorbitants, que ce soit Sensi, Barella, Mais ils ont celle-ci, pas c'est plus 25 millions, dépensé je crois. que C'est 20... c'est ça, Ouais, oui, ouais. c'est ça, entre 25 et 30. Barella, je sais plus combien c'est, 30, 35 peut-être. Enfin voilà, ils ont dépensé à peu près comme nous. Donc ça, c'est pour les bons joueurs italiens, mais il y a aussi des bons joueurs étrangers à l'Inter. Ils viennent de signer notamment Hakimi, où ce serait presque fait pour 40 millions d'euros. Donc voilà, l'Inter qui est en train de se reconstruire avec des Italiens, mais pas que. Et voilà, quand ils choisissent les bons joueurs, ils spotent les bons joueurs, alors que nous, alors j'ai pas envie de jeter la pierre sur tout le recrutement, mais quand on voit quelqu'un comme Léao par exemple, il a beau avoir la technique qu'on veut, quand on spot ce joueur, qu'il soit à Lille ou n'importe quel autre club, on voit très bien que ce joueur est nonchalant. À quel moment peut-on mettre, enfin en fait je sais pas comment expliquer, comment peut-on mettre 35 millions sur un joueur nonchalant à 19 ans? Je vois pas comment expliquer cela. Ça peut être qu'un échec. On l'a vu avec Balotelli. Il y a eu des centaines de joueurs comme ça qui techniquement étaient bons mais nonchalants et du coup ils ne donnaient rien. Et bon, Léao c'est un exemple, mais on a vraiment beaucoup trop de recrutements ratés ces dernières années. En plus, là, bon, avec ce qui se passe, avec ce qui s'est passé avec Boban, qui a été licencié, ce qui va sûrement se passer avec Maldini, avec l'arrivée potentielle de Rangnick, du coup, on va encore repartir de zéro et puis on va encore égratigner toutes nos légendes. Donc Maldini, Boban, comme on a fait avant avec Pippo Inzaghi, avec Clarence Seedorf, avec plus récemment Gennaro Gattuso. Donc en plus de dégager toutes nos légendes et tout ce qui a fait le club, on choisit en plus des mauvais joueurs, des mauvais dirigeants, des mauvais entraîneurs. Et c'est vrai que la fin de saison est longue et la saison prochaine le sera tout autant parce qu'on va encore recommencer une énième reconstruction, la deuxième ou la troisième de trop peut-être. Ouais, enfin la 15e de trop, enfin ça fait depuis 2007 que j'ai pas vu un vrai bon Milan moi, mais je rebondis sur Léao parce que moi ce que je voulais dire surtout c'est qu'on a pris Léao après avoir viré Cutrone. C'est-à-dire que Ah, ça. ça va avec, c'est-à-dire que c'était un package. Hein. Il fallait virer Cutrone pour faire venir Léao. Pourquoi? Parce que Giampaolo, qui était soi-disant le nouveau Saki, l'a exigé. Alors maintenant c'est Rangnick qui est soi-disant le nouveau Beckenbauer ou le nouveau je sais pas qui, hein, parce qu'à chaque fois on nous... Non mais attendez, chaque année on nous vend du rêve. Chaque année on nous vend du rêve, que ce soit avec les joueurs Çalhanoğlu, immense tireur de coups C'est vrai. francs. Non mais C'est vrai. qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Vous allez voir ce que vous allez voir. Giampaolo, c'était apparemment le Milan, on allait retrouver le soleil quoi. Hein. C'était au-dessus, c'est le soleil justement. Bon, eh bien qu'est-ce qu'on a vu? Cutrone, parce que moi je juge pas Cutrone à Wolverhampton ou à la Fiorentina, je juge Cutrone à Milan. C'est ça qui m'intéresse, c'est ce que Cutrone faisait quand il était chez nous, quand il était sur la pente ascendante, quand il avait mis Kalinic et André Silva, qui nous avait coûté 40 millions, encore une arnaque, sur le banc, après avoir planté 10 buts dans une équipe qui te procure même pas une occasion par match. C'est-à-dire que le mec était à 20 ans, 19 ans même je crois, corrigez-moi si je me trompe, en train de monter en puissance. On a commencé l'année suivante par le mettre sur le banc, il jouait quasiment pas, parce que l'année où Higuain est arrivé, Cutrone on l'a quasiment pas vu, à part quelques bouts de match, un quart d'heure, 20 minutes par-ci par-là, mais jamais ou presque titulaire. Et ensuite pour l'éjecter l'année suivante, au profit de Léao, qui n'a rien fait. Et le pire, c'est que financièrement, on perd, parce que Cutrone on l'a vendu 20-22 millions, corrigez-moi si je me trompe encore une fois, j'ai pas Ouais, révisé les chiffres. 18-19 de mémoire. Voilà, quelque chose comme ça, très bien. Léao l'a coûté beaucoup plus cher. En étant beaucoup moins bon. Donc on a l'impression que le sportif, si vous voulez, passe toujours au second plan. C'est toujours comme ça. Et on se débarrasse de Cutrone comme on se débarrasse de Bonaventura, qui est évidemment physiquement diminué, mais qui est un type bien, si on peut le dire, un vrai bon footballeur qui aurait parfaitement pu être sur le banc, rentrer dans la rotation, etc. On se débarrasse de tous ces joueurs-là et on va recruter encore des mecs qui peut-être n'en ont rien à foutre du Milan, qui savent même pas où est Milan sur la carte, hein, qui parlent pas italien et qui se fichent de notre club. Moi c'est ça qui me dérange, c'est que les gens qui mettent du cœur à l'ouvrage comme Cutrone, et personne pouvait lui reprocher ça, si c'était le chouchou du supporter c'est pas pour rien, c'est parce que sur le terrain il montrait ce qu'il fallait, les gens sont pas aveugles, ils voyaient bien que Cutrone donnait tout ce qu'il avait, et d'ailleurs on l'a même vu contre nous, parce qu'avec la Fiorentina la dernière fois qu'on les a affrontés,
Je rappelle que le résultat obtenu, je crois que c'était 2-2, je sais plus combien, j'ai oublié le score, c'est parce que Cutrone entre en jeu et fait la différence. C'est pas lui qui marque, mais c'est lui qui provoque le péno, si je me trompe pas, qui fait la passe décisive. C'est-à-dire que des mecs comme ça, des vrais bons joueurs de club, qui auraient pu d'ailleurs peut-être progresser, on ne sait pas, parce que les gens disent comment dire qu'il était limité, Cutrone, qu'il pouvait pas progresser. Quand sait-on? Il a 20 ans, 21 ans. Quand sait-on? Comment peut-on affirmer une chose pareille? Ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, il était performant, qu'il apportait des points à son équipe. Donc le virer pour mettre un nonchalant, comme tu le dis, Léao à sa place, qui en plus coûte plus cher, je trouve ça aberrant. Pour faire plaisir à Gianpaolo qu'on a viré depuis. Vous voyez la cohérence de ce club. Vire les joueurs qui aiment le club pour mettre à leur place des joueurs qui n'en ont rien à faire du club et qui en plus sur le terrain ne montrent rien. Moi c'est ça qui me choque et malheureusement j'ai l'impression que ça va continuer ainsi parce que je crois pas que le fonds Elliott ait tendance à changer de mode de fonctionnement. Donc on verra par la suite. De toute façon on fera une émission de fin de saison pour analyser tout ça, hein. C'est prévu, on va continuer à suivre le club quelle que soit son évolution, mais je ne peux que déplorer ça, je le déplore en longueur d'émission, c'est pas une nouveauté, je radote, mais j'assume. Nous allons nous quitter, nous nous retrouverons soit pour la Spal, soit pour la Lazio avec Nico qui est très motivé pour faire ce match dans quelques jours, je crois que c'est dans une semaine si je ne m'abuse, il faudra regarder le calendrier, et puis je vous souhaite une excellente reprise, une excellente semaine, et je vous dis à très vite, salut! Salut. Bonne soirée.